Qu'est-ce qui fait des États-Unis un empire ? Tout simplement que les les États-Unis ont les mêmes caractéristiques, traits que tous les empires qu'on a pu connaître dans le passé, que ce soit l'Empire austro-hongrois, l'Empire romain. Ils gouvernent, de fait, des nations qui ne leur sont pas directement soumises. Donc ils ne gouvernent pas que les habitants des États-Unis, les États-Uniens. Ils gouvernent aussi des peuples dans le monde entier avec une méthode bien particulière de colonisation des élites, c'est-à-dire que là où les Américains peuvent y mettre en place, où ils favorisent l'élection de personnes qui leur sont favorables, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et ils ont toutes les caractéristiques de l'Empire, parce que du coup, ils ont une décision centralisée, donc Washington, non seulement va prendre des décisions pour les États-Unis, mais ils vont prendre des décisions aussi pour toute la zone que les États-Unis estiment être la leur. À force d'avoir au niveau américain cette vision impériale et d'être plus intéressés par, on va dire, le bien fondé de son oligarchie, de ses entreprises, eh bien, ils en viennent à oublier le peuple américain. Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale et en même temps, on a des problèmes graves au sein même du peuple américain, le nombre de suicides, l'obésité, la délinquance, la criminalité. Tous ces indicateurs sont en train de se détériorer aux États-Unis, alors que l'Amérique demeure la première puissance mondiale. On pourrait imaginer que la première puissance mondiale demeure un pays de cocagne, où il fait très bon vivre. Ben non, c'est pas vrai. Pour une partie de la population américaine qui bénéficie du rayonnement impérial américain, il fait très bon vivre, mais l'élite américaine a préféré se concentrer sur son extension territoriale étrangère que de se focaliser sur l'américain qui, dans beaucoup de parties des États-Unis aujourd'hui, souffre. Avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont bien compris ça. Ils ont bien compris qu'ils allaient gagner de la guerre, qu'ils allaient faire partie des vainqueurs, et ils mettent en place tout un panel d'instruments, d'associations, d'organisations qui vont leur permettre d'asseoir leur hégémonie. Ils vont, par les accords de Bretton Woods, instaurer le dollar. En 1946, ils vont instaurer le dollar comme monnaie de référence mondiale. Les accords de Dunbarton Oaks vont mettre en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils vont mettre en place le GATT, qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce. Donc toutes ces institutions, la Banque mondiale, le FMI, tout cela va être mis en place par les Américains, avec des dirigeants américains, ou alors qui vont recevoir leur autorisation de gouverner ou de siéger par les Américains, pour gouverner ce qu'ils vont appeler le monde libre. Donc ce monde libre, qui va être le monde atlantiste, globalement, va rentrer dans les règles, dans les normes mises en place par les États-Unis. Parce qu'en parallèle de tout ça, on envoie à l'étranger les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil, sur l'économie de l'Empire américain. C'est pour ça que l'agriculture française va changer, la façon de travailler dans les entreprises va changer, et tout le monde regarde les États-Unis comme la maison sur la colline, la maison ou le phare qui doit rayonner sur le monde libre. Et vous allez jusqu'à dire que l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est originellement une création américaine. Oui, alors les Européens, depuis même la Première Guerre mondiale, Herriot, Churchill, veulent des États-Unis d'Europe. Il y a un projet européen qui est, parmi une partie des élites européennes qui n'en peuvent plus des guerres et qui voient que ces guerres entre pays européens sont mauvaises. Pour autant, il y a une différence entre l'Europe voulue par les Européens et l'Europe qu'on a eue. L'Europe qu'on a eue est un projet qui a été éminemment poussé par les États-Unis, qui ont énormément investi. Il y a un comité indépendant qui s'appelle l'American Community for United Europe, qui est une association qui a distribué de la manne, des subsides à tout un tas d'associations européennes qui allaient dans le sens atlantiste. Et de personnalités françaises comme Monnet, Jean Monnet, et même Schuman. Exactement, qui étaient stipendiés par les États-Unis. De Gaulle disait que Monnet travaillait pour les Américains. Et quand vous regardez à l'intérieur de cette association ACUE des États-Unis, vous avez que des personnes qui sont des anciennes personnes de la CIA, de l'OSS pendant la Deuxième Guerre mondiale, du ministère de la Défense. Donc vous n'avez pas de personnes qui viennent de la diplomatie, qui ont eu un travail, qui ont été ambassadeurs en Europe. Non, ce sont des militaires ou des personnes qui sont habituées aux basses œuvres, qui sont derrière cette association, qui vont pas contrôler, créer l'Union européenne, mais
placer leurs pions, subventionner les revues qui les intéressent, qui vont dans leur sens, et s'assurer que l'Europe qui est en train de se construire, dont les Américains ont besoin, parce que c'est leur plus grand marché d'import-export, que cette Europe se construise sur des bases compatibles avec l'atlantisme, avec les États-Unis. Et le général de Gaulle, lui, se plaint de l'Amérique. Dans les années 60, plus tard, il se plaindra de l'américanisation de l'élite française, cette américanisation des esprits, parce que les Américains, par leur soft power, par le cinéma, par les think tanks, par tout ça, font en sorte qu'ils sont vraiment le phare du monde moderne et vont faire en sorte que les élites européennes vont être des serviteurs conscients de l'Empire américain. On peut reconnaître tout de suite quand il va y avoir une guerre, parce que du coup, les Américains procèdent quasiment toujours de la même manière. Il y a en effet cette stratégie des 5M, où vous avez d'abord un monstre. Donc il faut tout d'un coup... Saddam Hussein, prenons l'Irak. Exactement. Donc du coup, quand les Américains quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, eh bien les Américains, quand tout d'un coup, un pays, ou l'élite d'un pays cesse de s'aligner sur les directives ou sur l'orientation américaine, tout d'un coup, du jour au lendemain, eh bien on va se débarrasser de l'élite en place. Donc du coup, il vous faut donc ce monstre. Donc ça peut être Saddam Hussein, qui était l'allié des Américains quand il a envahi l'Iran. Ça peut être Milosevic, ça va être Kadhafi. Peu importe si cette personne-là, avant, générait beaucoup d'argent ou était un allié local, il va devenir le monstre. Donc on va le comparer à Hitler, on va dire qu'il tue les bébés dans les couveuses, on va dire qu'il viole systématiquement toutes les femmes qui ne pensent pas comme lui. Donc du coup, c'est le monstre. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième M, c'est la milice. C'est-à-dire que les Américains vont s'appuyer localement sur une milice. Donc du coup, en général, ce sont des jeunes hommes fanatisés par une cause. Donc ils peuvent aussi bien... Et cette cause n'est pas forcément une cause pro-américaine. Les Américains se sont appuyés sur des djihadistes en Afghanistan pour faire tomber le régime afghan. Ils se sont appuyés sur des voyous en Iran pour faire tomber Mossadegh. En Syrie, c'était l'opposition dite démocratique face à Bachar el-Assad. Exactement, l'opposition démocratique de Daesh et de l'État islamique. Donc du coup, cette milice, les Américains en ont besoin parce que pour faire tomber le monstre, les Américains vont pas le faire directement, ils vont dire que c'est une révolution populaire. Donc du coup, ce sont les locaux, mais quand vous grattez un petit peu, ces locaux sont toujours inhibés ou en tout cas guidés par une idéologie extrémiste. Vous avez ensuite la mainmise, vous avez un montage ou des mensonges. Donc du coup, vous avez une campagne médiatique incroyable, souvent fondée sur des erreurs ou sur des mensonges. On parlait des bébés, des couveuses en Irak qui n'ont jamais été... Les armes de destruction massive. Exactement, les armes de destruction massive, le soi-disant bombardement du marché de Marcal, où aujourd'hui on sait que ce ne sont pas des Serbes, mais ce sont des musulmans qui ont fait ça pour faire une opération sous fausse bannière. C'est l'histoire complètement dingue des soldats libyens à qui on donne du Viagra pour qu'ils violent systématiquement tous les opposants. On va nourrir ça dans les médias et on va dire nuit et jour, regardez, c'est terrible, il y a ce monstre, regardez ce qu'il fait, il faut intervenir, on est d'accord, c'est là... Et ensuite, on intervient, on envoie les militaires et derrière, les multinationales arrivent sur le terrain pour se gaver. Et la boucle est bouclée. À propos du peuple américain, alors ça m'intéresse beaucoup, vous dites qu'il a été dépossédé de sa démocratie. Oui. Pourquoi le peuple ne s'en rend-il pas compte? Il n'y a pas de manifestation de masse aux États-Unis. Non, alors on a vu avec le phénomène Trump quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu, en effet, Helen Keller disait que les deux partis démocrates et républicains étaient les deux mêmes partis et en général ils changent de place, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Trump est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui arrive et qui, sans pour autant être du peuple, il vient plutôt de l'élite, a épousé la cause du peuple et on a vu que beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec cette politique impériale. Ils sont isolationnistes, ils veulent qu'on reconstruise leur route, ils veulent qu'on leur rende la démocratie, ils veulent des infrastructures dignes de ce nom et Trump a montré qu'aux États-Unis, il y avait une partie de la population qui voulait ça. Les Américains ont été dépossédés. Il n'y a qu'à regarder la dernière élection présidentielle, qui est digne d'une république bananière. On a des morts qui votent, on a des machines qui doivent allouer des voix à un candidat qui les alloue à l'autre. Je ne dis pas que le somme de tout ça font que forcément Trump aurait gagné, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on regarde les arrêts de comptage à minuit, tout ça n'est pas digne d'une démocratie, en tout cas d'un pays qui impose par les armes la démocratie au monde. C'est une farce. Et les Américains, quand ils voient ça, se disent, à juste titre, mais si on n'était pas en train de nous piquer notre démocratie. Et il y a qu'à voir aussi l'impact des médias dominants. Quand vous avez les médias dominants, quelle que soit la chaîne, qui disent, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on voit ça, mais qui matin, midi et soir disent la même chose, quand sur Internet, Twitter, le président américain est banni des réseaux sociaux,
Où est la démocratie? Où est la liberté d'expression qui fait partie, normalement, de l'ADN de l'Amérique? Pendant très longtemps, les États-Unis étaient un pays où on pouvait vraiment s'exprimer. Eh bien, maintenant, on ne peut plus. Et les Américains se disent, je ne vis plus en démocratie. Alors, justement, si le peuple américain, états-unien n'a plus de souveraineté, qui gouverne le pays? C'est la puissance d'argent. Vous savez, vous avez Eisenhower. Eisenhower, qui, lors de son discours de sortie de fin de présidence, dit « Mettons en garde les Américains contre le complexe militaro-industriel ». C'est un terme, c'est le terme qu'il emploie. Ce pouvoir financier, ces liens qu'il y a entre le monde économique, politique, militaire, contrôle réellement l'État profond américain. C'est une certitude. C'est pour cela que vous ayez des démocrates ou des républicains au pouvoir, la politique étrangère change quasiment jamais. La politique intérieure ne change pas tant que ça. Entre un Obama, un Clinton et un Bush, il faut vraiment chercher très très loin pour voir les différences. Ils sont au pouvoir. Ils ont des relais, ils ont des associations, des organisations comme le Council of Foreign Relations qui placent ces pions. Le CFR. Le CFR qui place ces pions parce qu'ils sont tous formatés de la même manière. Et c'est eux ce sont les permanents de l'administration américaine. Les présidents changent tous les 4 ans. C'est difficile de mener une campagne, de mener une politique de changement quand vous n'avez que 4 ans et que vous voulez être réélu après ces 4 ans. En revanche, ces hauts fonctionnaires qui sont placés, qui sont atlantistes, qui ont cette vision impériale des États-Unis, qui sont permanents, ils voient les présidents passer, mais eux restent et mènent la même campagne. La demande de réappropriation de la démocratie, qui est aussi importante, une des premières demandes des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative. Oui, on assiste aujourd'hui dans les sociétés occidentales à une forme de résistance. Les gens qui, par exemple, refusent le pass vaccinal ou ces Gilets jaunes. Exactement. Les personnes veulent s'approprier la démocratie. Ils veulent, de nouveau, avoir voix au chapitre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le pouvoir, cette élite mondiale panique. Et c'est pour ça qu'elle va de plus en plus vite et qu'elle est en train d'avancer dans un programme qui était, je pense, planifié dans le temps. Elle est en train d'accélérer. Le problème, c'est que je pense qu'elle va se prendre les pieds dans le tapis. Mais si elle panique, un animal blessé peut très mal réagir. On regarde au niveau de la géopolitique, la Russie et la Chine qui sont 2 pays qui s'opposent à la construction impériale américaine. L'OTAN est en train de faire des manœuvres sur la frontière russe qui peuvent dégénérer. On a un avion de ligne russe, il y a très peu de temps, qui a failli rentrer directement dans un avion espion de l'OTAN. Ça aurait pu être le déclenchement d'une guerre. L'OTAN a plusieurs puissances nucléaires. La Russie est une puissance nucléaire. S'ils s'emballent et qu'ils se trompent en se disant qu'on va forcer ce mondialisme, une guerre peut être une façon de les empêcher, mais s'il y a une guerre avec des puissances nucléaires, il n'y aura aucun vainqueur. On sait depuis la fin de l'URSS que le rêve de Washington, en tout cas des néoconservateurs américains, est de briser la Russie, qui a un potentiel économique important sur le continent eurasiatique, en Europe. La dernière chose que les Américains veulent voir, c'est une Russie qui renaît de ses cendres, forte, qui s'allie à la France, à l'Allemagne, une grande puissance avec plus de 100 millions d'habitants, une puissance énergétique. L'Europe n'aurait plus besoin des États-Unis avec une grande Russie. La dernière chose que veut Washington, c'est ça. Donc elle va tout faire pour essayer de briser l'élan et le dynamisme et de la Russie et la Chine pour la même raison, c'est que ces 2 pays-là veulent tout simplement être des pays souverains. Il y a des règles en place aujourd'hui. Dédollariser, débarrasser du dollar. C'est ce qu'ils font, ça fait beaucoup de mal aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, nos économies, on avait il y a encore quelques années quasiment 80% des échanges internationaux qui se faisaient en dollars. Les Chinois et les Russes, 50%, je crois. Exactement. Ouais. Ils ont vraiment réduit ça drastiquement ces dernières années. Ils ne font quasiment plus de commerce en dollars. Ils font des commerces dans leur monnaie locale. Et ils invitent le reste du monde à faire ça. Certains autres pays commencent à le faire. Tout le monde regarde ça de très très près. Parce que si les Américains perdent la puissance du dollar, c'est une des armes les plus importantes qu'ils ont au niveau économique qui s'écroule. Sortir de l'addiction au dollar. Sortir de l'addiction au dollar pour un monde de paix.